Donc, je lance l'enregistrement. La semaine dernière, on a continué. Donc, déjà, je vous présente mes excuses pour jeudi. Hein. J'ai eu un contretemps, je ne pouvais pas faire la classe à la maison. Donc, lundi dernier, où nous étions vus, on était en train de travailler sur notre plante domestiquée et l'amélioration des variétés cultivées. D'accord? Et on avait vu une première technique qui permettait aux scientifiques de pouvoir créer de nouvelles variétés cultivables qui correspondent davantage de par leurs caractéristiques aux besoins des agriculteurs. Alors, quelle était cette technique? Est-ce que vous vous en rappelez? L'autofécondation. Alors, l'autofécondation qui permet de faire quoi en fait, cette autofécondation? D'avoir une espèce, d'avoir des allèles homogènes. Alors, oui, mais créer des individus qui soient comment d'un point de vue génétique? Pur. Homozygote. D'accord. Pourquoi ils veulent créer des individus homozygotes? Quel est l'objectif? Pour qu'ils soient purs. Mais pourquoi ils veulent qu'ils soient purs? Mais pour qu'ils ont transmettent leurs allèles. Pour qu'ils puissent transmettre obligatoirement leurs allèles à leurs descendants. C'est-à-dire qu'ils repèrent parmi toutes les variétés cultivées une variété qui a un caractère qui leur paraît intéressant. Et ils veulent être sûrs que ce caractère soit transmis à ses descendants. Alors, ils essayent de générer des individus qui soient homozygotes. Ils vont donc procéder à ce qu'on appelle de l'autofécondation. Pendant combien de générations? Au moins 7. De 8. Génération. De 7. 7 générations, parce que vers 7 générations, le taux d'homozygosie tend vers 100%. D'accord? Donc, on est sûr que notre plante va transmettre l'allèle d'intérêt à ses descendants. D'accord? Donc, on a généré des parents homozygotes. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a des parents homozygotes avec un caractère intéressant, qu'est-ce qu'on fait? On va le croiser avec un autre homozygote. Voilà, on va les croiser entre eux. On va croiser deux parents homozygotes dans le but que chacun transmette sa caractéristique au descendant. Donc, chez le descendant, qui est un hybride, on aura une combinaison des caractéristiques d'intérêt des deux parents. D'accord? Donc, ça, ce sont des techniques d'hybridation qui ont pu être mises en place puisque l'homme a commencé à comprendre comment se passait la reproduction chez les végétaux et a des connaissances sur la génétique. Donc là, il ne se contente plus de sélectionner des plantes qui lui semblent intéressantes dans la nature. Il va lui-même créer des variétés d'intérêt qui combinent des caractéristiques d'intérêt. Alors, ça fonctionnait dès la première génération. Dès la première génération, l'hybride combinait les caractéristiques d'intérêt. En plus, l'hybride par rapport aux parents était comment? Plus résistant. Voilà, exactement, plus résistant, plus vigoureux, d'accord? Puisque les parents sont issus d'autofécondation, c'est de la consanguinité qui affaiblit la plante. Donc, dès qu'on la croise avec une autre plante, eh bien, l'hybride est beaucoup plus vigoureux, beaucoup plus résistant que ses parents. Donc, ça aussi, c'est un intérêt de pratiquer ces techniques d'hybridation. L'hybride combine les caractéristiques d'intérêt si et seulement si les allèles qui gouvernent ces caractéristiques d'intérêt sont comment, on avait vu? Dominant. Dominant, tout à fait. En F1, on se retrouve avec l'hybride combinant les caractéristiques d'intérêt si et seulement si, eh bien, nos allèles qui gouvernent les caractéristiques sont dominants. Alors, pour aujourd'hui, vous aviez un exercice à faire sur des hybridations de tomates. Est-ce que vous avez fait mon exercice? Oui. Tout le monde? Comment ça, un exercice à faire? Eh bien, à préparer à la maison. Mais moi, je n'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait, comment ça? C'est très rare que je regarde les cours. Je regarde après. Tu regardes après les cours? Tais-toi. C'est le moment. Mais ça ne sert à rien que j'envoie le travail à faire en avant si vous ne le préparez pas. Mais il raconte n'importe quoi. Bon, Stanley, tu as regardé mon exercice? Ah, c'est bon. Stanley? Oui, mais il y avait pas, c'était pas en spire. Il y a un SP et un obligatoire, il y avait des exercices à faire. Il fallait refaire. Ah ben, je voyais en spire les 4 questions sur le muscle. Bon, alors, je vous mets l'exercice sous les yeux. C'est un exercice que vous aviez déjà fait dans un contrôle.
Est-ce que vous voyez l'exercice, tout le monde? Mais si on l'avait déjà fait, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on le refasse? Parce que là, on le faisait sous une autre optique, c'est-à-dire justement dans l'optique de créer les variétés d'intérêt, dans l'optique de notre exercice sur la plante domestiquée. On l'avait déjà fait en contrôle dans le chapitre 1, lorsqu'on parlait de la reproduction sexuée, du brassage génétique. Donc là, c'était juste pour comprendre les mécanismes génétiques qui se passaient lors de ces croisements de tomates. Ici, pourquoi on le revoit dans ce cours, cet exercice? Tout simplement parce qu'on va l'appliquer au cas de la plante domestiquée. Tout à l'heure, on vient de dire qu'on peut pratiquer de l'hybridation et combiner les caractères d'intérêt chez l'hybride F1 si les allèles sont dominants. Dans cet exercice sur les tomates, on est dans un deuxième cas de figure. Qu'est-ce qu'on vous disait en fait? L'optique de cet exercice, c'était de faire quoi? Interpréter le point de vue génétique des croisements réalisés. Donc, d'interpréter les croisements réalisés, mais là, c'est des croisements qui Il fallait qu'on explique pourquoi la sélection de la nouvelle variété de tomates peut se faire parmi les individus de la F1. Voilà, exactement. On vous disait dans cet exercice que on essaye de créer une nouvelle variété de tomates. D'accord? Il existe plusieurs variétés de tomates. Il y en a une tomate A qui a des fruits comment? De gros fruits. De gros fruits. La tomate B qui a des Petits fruits. petits fruits. Malheureusement, la variété de tomate qui produit les gros fruits, c'est-à-dire la variété de tomate A, elle est sensible à quoi? Un champignon, le fusarium. Alors que la variété de tomate B qui a des petits fruits, elle, par rapport à ce champignon, on vous dit qu'elle est résistante à ce champignon. Ça vous rappelle quelque chose, cet exercice, quand même? Oui, un exercice qu'on avait fait. Exactement. Donc, l'idée, c'était de faire quoi, en fait, des agronomes? Qu'est-ce qu'ils essayaient de faire? De créer une nouvelle variété? Vous seriez agronome. Qu'est-ce que vous auriez envie de créer comme variété? Une tomate qui aurait quoi? Une tomate à gros fruits. Les gros fruits aux champignons. Voilà, une tomate à gros fruits qui résisterait aux champignons. D'accord? Donc, ils vont effectivement créer une hybridation entre les deux variétés de tomates dans l'objectif d'obtenir en F1 ces tomates à gros fruits qui résisteraient au fusarium. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Donc, ils réalisent une série de croisements entre les deux variétés de tomates, A et B. Et à la première génération, qu'est-ce qu'ils obtiennent? Des tomates qui sont comment? À gros fruits. En F1, ils ont obtenu des tomates à gros fruits? Des petits fruits. Des petits fruits qui résistent au fusarium. Donc, est-ce qu'en F1, ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient? Non. Non. Alors, pourquoi? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, là? Parce que le caractère petit fruit est résistant au vivarium dominant. Exactement, parce que les allèles dominants, alors, dans ce croisement, on étudie deux gènes. Le gène qui gouverne la taille des fruits, qui possède combien d'allèles? Deux allèles. L'allèle qui confère des gros fruits. L'allèle qui confère des petits fruits. Petits fruits, d'accord? Et en même temps, on a le gène qui confère ou non la résistance aux champignons, qui a deux allèles, soit il rend la plante résistante, soit il rend la plante sensible aux champignons, d'accord? Alors, là, en l'occurrence, si on part de parents qui sont purs, en F1, on obtient des hybrides qui qui ont les 4 allèles dans leur génotype. D'accord? Seulement les 2 allèles qu'ils expriment, c'est l'allèle résistance au fusarium et l'allèle petit fruit. Ce qui veut dire que ces 2 allèles-là, ce sont des allèles qui sont dominants. Or, nous, les allèles qui nous intéressaient, c'était lesquels? Gros fruit et résistant. Donc, l'un des 2 allèles d'intérêt est présent. Enfin, et l'autre, est-ce qu'il s'exprime? N'est pas présent. Il n'est pas présent parce qu'il est comment? Récessif. Il est récessif, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer d'obtenir la tomate qui les intéresse? C'est ce qu'on présentait dans le document 2. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé comme type de croisement? Ah, Julien Lopez est là. Bonjour, Julien. Bonjour, madame. Ça fait longtemps, ça va? Ça va, ça va. Eh ben, je suis bien contente de t'entendre. Et
Vincent, tu as réussi à te connecter aussi? Bon, je n'entends pas Vincent, peut-être qu'il parlera tout à l'heure. Bon, en tout cas, je suis bien contente de vous savoir avec nous. Alors, donc, dans le deuxième document, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Pour essayer de résoudre leurs problèmes. Mais ils ont refait des croisements. Ils ont refait un croisement. Mais quel type de croisement? Un test de cross. Exactement, Joëlinson. Ils ont croisé l'hybride F1 avec des plantes de la variété A. Variété A, rappelez-moi, ce sont des tomates qui ont comment? Des Gros fruits. gros fruits et qui sont comment par rapport aux champignons? Pas résistant. Ils ne sont pas résistants. Ce sont les deux allèles qui sont comment ça? Récessif. Récessif. Donc, ce qui veut dire que cette tomate est double homozygote récessif. Ils sont en train de réaliser un test cross. D'accord? Et à l'issue de ce test cross, ils obtiennent combien de descendants? Équiprobable. 4 types de descendants dans des proportions équiprobables, ce qui veut dire que les deux gènes sont comment? 50% chacun. Alors, les 4 descendants sont équiprobables, leur proportion est équiprobable. Donc, dans un test cross, quand j'obtiens 4 Les gènes sont liés. les gènes sont? Stanley me dit liés. Est-ce que tout le monde est d'accord? Non, j'ai pas dit ça. Moi j'ai dit indépendant. Tu as dit indépendant? J'ai entendu lié. C'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi, d'accord. Donc, effectivement, Non, les pas moi. gènes sont Indépendants. indépendants. Tout à fait. D'accord? Donc, on obtient 4 phénotypes chez les descendants dans les proportions équiprobables, ce qui montre que les gènes sont indépendants. Et parmi ces descendants, est-ce qu'il y a le descendant qui nous intéresse? Oui. Lequel, il est où? 270. 270 plants à gros fruits et résistants au fusarium. On obtient finalement la tomate qui nous intéresse. Donc là, pourquoi on ne l'avait pas obtenue dès la F1? C'est parce qu'il y avait... Pourquoi on ne l'a pas obtenue dès la F1, cette tomate-là? Ben, L'un des caractères récessifs. Je n'ai pas entendu, Joëlinson. L'un des caractères était récessif. Voilà, l'un des allèles qui gouverne les caractères était récessif. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu l'obtenir en F1. D'accord? Et pour pouvoir récupérer, pour pouvoir obtenir cette tomate, qu'est-ce qu'on a dû faire? Un test de cross. Un test cross, exactement. D'accord? Donc, l'autre type de croisement qui est à disposition des agronomes pour pouvoir obtenir les variétés d'intérêt, ce sont les tests cross. Alors, j'arrête là ce partage d'écran. Je vais prendre le corrigé du cours pour que vous puissiez voir, qu'on puisse lire ensemble ce que je vais vous envoyer tout à l'heure. Donc, c'est strictement ce qu'on a expliqué. Je vais un petit peu vite parce qu'on avait déjà fait cet exercice, mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas compris certaines choses? Non, ça va. Ça va pour tout le monde? Ilandra? Oui, ça va. Ça va? Théo? Théo a disparu? Oui, oui, c'est bon, madame. C'est bon, tu es sûr? Oui. Marine? Oui, ça va, madame. Zoé? Oui, madame. N'hésitez pas, hein, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, oui, oui. Tu veux que je reprenne quelque chose? Non, non, pour l'instant, ça va, ça va. D'accord. N'hésitez pas surtout à m'interrompre s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Hein? D'accord? Donc là, vous voyez, c'est ce qu'on vient d'expliquer. On a croisé 2 variétés de tomates qui diffèrent par 2 caractères. S'il y a 2 caractères, on se rappelle les automatismes du début d'année. Ça veut dire qu'il y a 2 gènes qui sont impliqués dans le croisement. D'accord? L'un qui gouverne la taille du fruit, l'autre qui gouverne la sensibilité aux champignons. Enfin, on a 100% de tomates à petits fruits résistantes, ce qui veut dire que pour le gène de la grosseur du fruit, l'allèle qui est dominant, c'est l'allèle petit fruit. Pour le gène de la sensibilité aux champignons, l'allèle résistant, c'est l'allèle qui est dominant. Dans le deuxième croisement, on fait un test cross.
On croise avec un parent, puisqu'on a croisé avec une tomate petit fruit et résistante. Donc, c'est le phénotype d'un des deux parents. Ça s'appelle, ce test cross particulier, un back cross, croisement en retour. C'est-à-dire que l'individu avec lequel on croise a le même phénotype que l'un des deux parents. Et on obtient à la fin 4 descendants dans des proportions écoprobables, ce qui montre que les gènes sont indépendants. Et parmi ces descendants, il y a la variété qui nous intéresse. D'accord? Alors maintenant, on répond à la question, pourquoi la sélection n'a pas pu s'opérer en F1? Tout simplement parce que l'un des caractères était récessif. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que pour améliorer les populations, les agronomes peuvent effectivement faire des hybridations. Hybridation entre deux parents de lignée pure et obtenir en F1 l'individu d'intérêt qui combine les caractéristiques d'intérêt si les allèles effectivement sont dominants. Et dans le cas où il y aurait un ou plusieurs allèles qui soient récessifs, eh bien, on a la possibilité de faire un deuxième type de croisement. C'est ce qu'on vous disait ici, le croisement en retour ou back cross. C'est un test cross, hein, quand les caractères ne sont pas d'intérêt, ne sont pas dominants. C'est un cas particulier d'hybridation. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Oui, ça va. Oui, ça va. D'accord. Alors, maintenant, pour aujourd'hui, vous aviez un autre exercice à me préparer où on voyait une deuxième technique d'amélioration des variétés cultivées. Ce sont les techniques du génie génétique, où là, l'homme va continuer à créer des variétés d'intérêt. Il ne sélectionne plus, hein, il crée lui-même ces variétés. Et quel est le type quelle est cette technique qui a été étudiée? C'est la technique qui consiste à fabriquer quoi? Vous avez fait l'exercice? Oui, moi je l'ai fait. Alors, c'est la technique qui permet de fabriquer quoi? Des plantes transgénétiques. Des plantes transgéniques qu'on appelle encore des OGM. Des OGM, exactement. Alors, c'est quoi un OGM? Quelqu'un peut me donner la définition? C'est un organisme génétiquement modifié. Un organisme génétiquement modifié, exactement. Alors, génétiquement modifié, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on lui a fait? Pourquoi on dit qu'il est génétiquement modifié? On lui a modifié ou apporté quelque chose qui n'était pas présente à l'origine dans son code génétique. Alors, on lui a apporté quelque chose qu'il ne possède pas à l'origine, mais ce quelque chose, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on lui a apporté? Une caractéristique. Alors, on lui a permis d'exprimer une nouvelle caractéristique. Mais vous m'avez dit, OGM, c'est aussi des plantes transgéniques. Dans transgénique, qu'est-ce que j'entends? Génique. Génique, c'est en rapport avec les gènes. Transfert. On a transféré un gène dans le patrimoine génétique de cette plante dans le but de lui faire exprimer un caractère d'intérêt. Et ce gène, d'où il vient? D'un autre organisme. D'un autre organisme. Est-ce que c'est forcément une plante? Non, ça peut Non, être pas un forcément. animal. Non, pas forcément. C'est pas forcément une plante. Ça peut être autre chose. D'accord? Donc là, on vous donnait des exemples d'OGM. En général, pourquoi on fait les OGM? Pour l'agriculture intensive. Pour l'agriculture intensive et pour améliorer les qualités de la plante. Là, vous voyez, on a créé un riz qui est résistant à une larve qui détruisait le riz. Donc, l'intérêt de le rendre résistant, c'est quoi? De conserver de pas avoir de pas avoir quoi? De pas perdre de quantité de riz à cause des larves. Voilà, tout à fait. C'est de ne pas perdre trop de riz à cause des larves, d'améliorer les rendements de la production. Là, on a créé un riz enrichi en bêta-carotène, donc qui permet de fabriquer la vitamine E. Donc là, c'est améliorer les qualités nutritionnelles de ce riz. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a encore?
là, on vous crée des variétés d'agrumes qui résisteraient au gel. Donc, pareil, c'est pour éviter d'avoir trop de pertes. OK? Donc, en fait, le but des OGM, c'est d'améliorer, comme tout à l'heure, les variétés cultivées dans un souci soit à la base d'améliorer les rendements, d'améliorer les qualités nutritionnelles, d'éviter d'utiliser des produits chimiques. Donc, différentes raisons. Alors, on vous demandait ici d'identifier à l'aide des documents, pages 268 et 269, les différentes étapes de la transgénèse, technique du génie génétique permettant la création d'une plante transgénique. Donc, il fallait trouver comment on fabrique un OGM, quelles étaient les étapes, et après, montrer à travers l'étude du maïs transgénique qu'il y a après, dans l'exercice, qu'il y a des avantages et des inconvénients à la pratique des OGM. Alors, on va prendre les documents pages 268 et 269. Tout le monde. Hop. Voilà. Tout le monde voit les documents? Pas pour l'instant. Vous ne les voyez pas là? C'est bon. C'est bon, c'est bon. D'accord. Est-ce que vous les avez lus à la maison? J'ai lu, mais j'ai pas tout compris. Tu n'as pas tout compris. Ben, de toute façon, on va expliquer ensemble. Alors, on veut fabriquer une plante transgénique, c'est-à-dire qu'on veut lui introduire un gène qui nous intéresse. La première chose à faire, c'est quoi? L'identification. Voilà, identifier Du le gène. gène qui nous intéresse. D'accord? Trouver le gène qui nous intéresse. Alors, dans notre exercice, je prends l'exemple qu'on prenait. C'était l'exemple du maïs transgénique. Alors, le maïs transgénique ici, c'est un maïs qu'on a créé pour résister à quoi? À la pyrale. À la pyrale du maïs. La pyrale du maïs, à la larve de la pyrale du maïs. C'est quoi la pyrale du maïs? Un papillon. Un papillon. Et on vous disait que sa larve, qu'est-ce qu'elle créait? Quel était le problème de ce papillon? Ça faisait des dégâts aux cultures. Voilà, sa larve crée des dégâts importants dans les cultures. OK? Et donc, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé en fait? Ils ont trouvé qu'il existait dans la nature quoi? Une bactérie. Une bactérie qu'on appelle Bacillus thuringiensis. Et cette bactérie, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle produit une toxine. Voilà, elle Pour la produit lave. une substance toxique, une toxine qui détruit la larve de la pyrale. De la pyrale. D'accord? Donc, cette bactérie, naturellement, elle est capable de lutter contre la larve de ce papillon. Donc, l'idée des agronomes, ça a été de faire quoi? Qu'est-ce qui aurait été intéressant pour mon maïs? Vous, qu'est-ce que vous auriez aimé faire si vous étiez agronome? Mais que le maïs possède cette toxine. Voilà, que le maïs soit capable de fabriquer cette toxine. Mais pour fabriquer cette toxine, il lui faut avoir quoi? B. Bactérie. Alors, il ne faut pas qu'il ait la bactérie, il faut qu'il ait tout simplement quoi? Qu'est-ce qui gouverne la fabrication de la toxine? Chez la bactérie, qu'est-ce qui lui permet de fabriquer cette toxine? C'est grâce à quoi? Une protéine. Alors, la toxine même, c'est une protéine. Qu'est-ce qui permet de fabriquer une protéine? Marius? L'ADN peut-être? Alors, l'ADN, oui, et plus particulièrement dans l'ADN. Tout l'ADN sert à faire une seule protéine? Des enzymes. Une séquence? Une séquence d'ADN, une portion de la séquence d'ADN, mais comment ça s'appelle? Vous avez vu ça en première? Pour fabriquer une protéine, qu'est-ce qui permet de fabriquer une protéine? C'est un? Je sais plus c'est quoi le nom. Un ARN. C'est l'ARN. Oui, ben, il y a l'ARN, mais l'ARN est fabriqué à partir de quoi? De ribosome. Oui, le ribosome, le ribosome sert à fabriquer la protéine à partir de l'ARN.
Mais tout simplement, ne vous compliquez pas, hein? Ce n'est pas une question piège. C'est pas les nucléotides. Nucléotides. Les nucléotides de l'ADN, oui, mais c'est quoi? Une protéine est fabriquée à partir de quoi? D'un gène, tout simplement. D'accord? Donc, ma bactérie, elle a un gène qui lui sert à fabriquer cette protéine toxique. Donc, si je veux rendre mon maïs résistant à la pyrale, si je veux que mon maïs fabrique cette protéine toxique, qu'est-ce qu'il lui faut posséder? Le gène de la bactérie. Le gène de la bactérie, exactement. D'où il va falloir isoler ce gène. Donc, la première chose que vont faire les agronomes, c'est aller récupérer, donc identifier et isoler ce gène qui est intéressant. Une fois qu'ils ont récupéré ce gène de la bactérie, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Mais le rajouter, enfin, intégration, il va falloir l'intégrer. L'intégrer à qui? Ben, il va falloir intégrer. J'ai réussi à récupérer, sans regarder le document, j'ai réussi à récupérer mon gène de la bactérie. Je dois le donner à qui? Au maïs. Je dois le donner au maïs. Il me faut trouver une façon de le faire rentrer dans l'ADN du maïs. Maïs. Donc, c'est ça la suite. Les étapes 3 et 4, c'est de réussir à trouver une technique pour faire rentrer mon gène chez le maïs. Alors, pour faire rentrer le gène chez le maïs, qu'est-ce que vous disiez? Que vont fabriquer les agronomes? Un plasmide. Un plasmide. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de plasmide? Le plasmide, c'est l'ADN qui servira de vecteur pour transmettre un gène. Alors, c'est l'ADN qui servira de vecteur pour transmettre un gène, d'accord? Mais d'où ça vient, cette histoire de plasmide, là? Du sol, d'une bactérie du sol. Alors, ils ont identifié une bactérie du sol. Comment s'appelle celle-là? Agrobacterius tumefaciens. Voilà, Agrobacterium tumefaciens. Et cette bactérie du sol, qu'est-ce qu'elle est capable de faire naturellement, elle? Infecter les cellules végétales. Voilà, elle est capable naturellement d'infecter les cellules végétales. C'est-à-dire quoi, infecter les cellules végétales? On vous dit qu'elle est capable naturellement de transférer chez les cellules végétales son chromosome. Ça va ou pas jusque-là? Oui. Bon, je ne sais pas si vous avez vu, ça a coupé dans 3 minutes. Donc, je vais vous renvoyer l'invitation, hein, comme d'habitude, en direct. Et on se reconnecte tout de suite après, d'accord? Ok. D'accord. Pour continuer. Donc, ça permettra... Kyliam, ça va? Oui, madame, ça va. Ah, tu t'es réveillé bien tard ce matin? J'ai eu une panne de réveil. Ah, d'accord. Bon, l'essentiel, c'est que ce soit là. Oui, madame. Bon, alors, donc effectivement, ils ont repéré qu'il existait dans la nature une bactérie du sol qu'on appelle Agrobacterium tumefaciens. Et elle est capable naturellement de donner son chromosome à une cellule végétale, d'introduire son ADN dans une cellule végétale de façon naturelle. Et son petit chromosome qu'elle transmet à la cellule, on appelle ça comment? Un plasmide. Plasmide, exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont récupérer, ils vont fabriquer des plasmides. Un plasmide qui contiendrait quoi? Donc, ce plasmide qui contiendrait le gène qu'ils veulent transférer à la cellule végétale, donc au maïs. Ça va ou pas? Oui, ça va. Alors, je ne sais pas, je vais faire un petit schéma peut-être que vous comprendrez mieux. Je vous envoie l'invitation parce que ça va vous couper dans 1 minute. Donc, j'arrête la vidéo et je vous envoie l'invitation, d'accord? D'accord. D'accord.